Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Merci de nous retrouver sur les antennes de For You Télévision. Désormais, votre avis compte le samedi se fera donc appeler votre avis compte le grand format du samedi. Peu importe la date, puisque nous avons près de 2 heures d'antenne, selon le moment à la grille qui nous est proposée pour échanger donc sur l'actualité du continent. Comme tous les samedis, lorsqu'on se retrouve, c'est 2 sujets qui sont au menu, avec un sujet qui sera un peu plus débattu par rapport à l'autre. Le premier accent sera mis donc sur l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. La situation se corse entre Abidjan et Bamako. Cette semaine, on a vécu donc une sorte de coude à coude, mano à mano, si nous étions dans le jargon sportif, entre les deux États. Tout d'abord, un communiqué du Conseil national de la sécurité ivoirienne qui demande donc sans délai la libération de ces soldats et fait savoir également que Abidjan a eu à contacter notamment la CEDEAO pour une rencontre afin que cette question soit mise sur pied et que par la suite, le Mali est donc en train de se comporter dans une position de prise d'otage ou bien de preneur d'otage et cela est jugé inacceptable. De son côté, Bamako répond clairement que le Mali, j'ai dit la Côte d'Ivoire est en train de se dédire en l'espace dangereux que de pouvoir reconnaître son tort, notamment lors de la libération de 3 soldats du côté de Lomé et puis par la suite, il faut faire encore savoir que ceci était tout simplement des soldats qui appartenaient au contingent, notamment déployés pour le compte de la MINUSMA, quand celle-ci ne les reconnaît pas dans son rang. La deuxième thématique de ce rendez-vous va encore nous plonger au cœur de la situation en République centrafricaine avec le projet de réécriture d'une nouvelle constitution. La Centrafrique tient-il son avenir son avenir entre les mains? On sait que le comité de rédaction en charge du projet de nouvelle constitution a déjà été installé par les soins du président de la République et il faut forcément se poser la question de savoir est-ce que le bon bout est donc atteint cette fois-ci et qu'est-ce qui est réservé de mieux ou de meilleur à ce pays longtemps tributaire et des querelles intestines, notamment d'une question qui peut être jugé de guerre civile avec des attaques notamment des Séléka et des Bakala. Madame, Monsieur, bienvenue à toutes et à tous. Petite virgule et nous passons à la présentation de nos distingués invités qui sont avec nous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Notre tout premier invité, puisqu'il est en présentiel avec nous, nous vient du Cameroun, un pays qui est voisin et frère notamment à la République centrafricaine. Il s'agit donc du docteur Sango. Il est politologue internationaliste, expert des questions internationales et de développement, certifié en langue et culture nationale camerounaise. Bonjour docteur, merci d'avoir accepté de prendre votre temps ce samedi matin. Bonjour mon ami Noah. Bien entendu, c'est avec une sempiternalité de plaisir et de désir que je réponds présent à cette émission de votre avis compte. Une première pour moi parce que j'interviens ici dans d'autres émissions. Mais en ce qui concerne cette émission de votre avis compte, ce sera une première pour moi. Bien évidemment, je ne vais pas déroger à la règle qui m'impose d'adresser mes règles de civilité d'abord aux techniciens qui ne managent d'aucun effort pour que nous soyons audibles et visibles à travers le monde. Et je vais également saluer les téléspectateurs de For You Media qui nous regardent à travers le monde et qui prennent souvent du temps pour suivre les modestes analyses que nous faisons ici quotidiennement. C'est un plaisir d'être là. Merci également, vous l'avez si bien dit, For You Télévision suivi et donc dans le monde en Afrique. Vous pouvez nous avoir par notre application qui est beaucoup plus facile lorsque vous êtes également mobile sur App Store téléchargeable et également suivi sur nos pages Facebook et YouTube. Et également, nous sommes disponibles du côté du Mali à travers le bouquet Mali Vision. Cela nous donne le cap de pouvoir dire bonjour ce matin à Moussa Zandiara, vice-président national du réseau des jeunes actifs RJA Mali, inauguration de la société civile. Bonjour frère, vous êtes déjà un habitué de ce programme. Merci d'être venu. Je suis ravi d'être parmi vous aussi ce matin pour apporter ma petite contribution à l'analyse vraiment sur les différentes thématiques
Bonjour à tous les téléspectateurs panafricains en Afrique et au diaspora. Et bonjour aussi à mon frère Nabaloum depuis le pays des hommes intègres et à notre invité sur le plateau. Vraiment, je vous remercie. On remercie aussi la direction même de For You Media pour votre combat quotidien pour la libération de l'Afrique. Merci, vous avez si bien dit, votre frère de combat, mais dans un autre pays. Il s'agit donc de Nabaloum Abdoulaye, membre fondateur du mouvement Action pour la souveraineté du peuple, ASP, au Burkina. Bonjour à vous, cher monsieur, et bienvenue. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à For You Media, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de For You Media. Bonjour à mon frère Dan. Bonjour à à M. Sango qui est sur le plateau. Bonjour à tous les patriotes, bonjour à tous les souverainistes, bonjour le Mali, bonjour le Burkina, bonjour l'Afrique. Bonjour également donc à l'Afrique, comme vous l'avez si bien souligné. Le premier sujet nous conduit du côté du Mali. Monsieur, je vous prierai de prendre un peu de votre temps à suivre pendant près d'une quinzaine. C'est vrai qu'on ne pourra peut-être pas terminer chacun de ces communiqués, mais elle est très importante parce que c'est là où se trouve le nœud du problème. D'abord, ce premier communiqué, c'est l'extrait qui va donc nous être accordé avec la réalisation qui est pilotée ce matin par Abolo Patrick et qui présente donc Fidel Sarasso, le secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité en Côte d'Ivoire, pour prendre donc position sur la question des 49 militaires qui sont encore en terre malienne. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mercredi 14 septembre 2022 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Au cours de cette réunion, qui a porté sur la situation des 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali, le président de la République a informé le Conseil national de sécurité des initiatives prises par son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, et plusieurs autres chefs d'État, notamment son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence M. Oumaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO, son Excellence colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition du Burkina Faso, son Excellence M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition de la République de Guinée, et son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, en vue d'une résolution par voie diplomatique de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, crise qui est consécutive à l'arrestation le 10 juillet 2022 à Bamako de 49 soldats ivoiriens. Ces soldats ivoiriens, déployés au Mali en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, ont été interpellés et mis aux arrêts au motif qu'ils étaient des mercenaires. La Côte d'Ivoire a réagi officiellement le 12 juillet 2022 à travers un communiqué du Conseil national de sécurité pour, d'une part, indiquer que les 49 soldats étaient bel et bien des militaires ivoiriens en mission officielle et légale au Mali, et d'autre part,
exiger leur libération sans délai. Toutefois, en dépit des preuves fournies, notamment au cours d'une rencontre le 28 juillet 2022 à Lomé, attestant du caractère légal et légitime de la mission de ces soldats ivoiriens au Mali, la justice malienne a inculpé le 15 août 2022 les 49 militaires ivoiriens pour tentative d'atteinte à la sécurité de l'État. Plusieurs contacts avec les officiels maliens ont par la suite permis de conclure que des incompréhensions et des manquements étaient à l'origine de l'arrestation de nos soldats. En conséquence, 3 soldats ont été libérés et ont regagné la Côte d'Ivoire le 3 septembre 2022. Le 9 septembre 2022, alors que l'on s'attendait à la libération prochaine des 46 autres soldats, dont l'arrestation était considérée par le Mali comme une affaire judiciaire, les autorités maliennes ont demandé qu'en contrepartie de la libération de ces 46 militaires, la Côte d'Ivoire extrade vers le Mali des personnalités qui, selon elles, bénéficient de la protection de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. Cette demande confirme, une fois de plus, le fait que nos soldats ne sont en aucun cas des mercenaires, mais plutôt des otages. Le Conseil national de sécurité considère ce chantage comme inacceptable et exige la libération sans délai de nos 46 soldats. Le chef de l'État indique à nouveau que la Côte d'Ivoire, pays attaché à la paix, à la stabilité et au respect de l'état de droit dans la sous-région, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. En outre, il rappelle ces instructions selon lesquelles les opposants politiques étrangers vivant en Côte d'Ivoire sont tenus d'observer en toutes circonstances un devoir de réserve absolue concernant les affaires intérieures de leur pays d'origine. Au regard des derniers développements qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité dans la sous-région, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à l'effet de saisir la commission de la CEDEAO en vue de la tenue, dans les meilleurs délais, d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour examiner la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali en vue d'aboutir à la libération de nos soldats dans les plus brefs délais. Le président de la République réitère aux 46 soldats injustement arrêtés au Mali, ainsi qu'à leurs familles, tout son soutien et sa solidarité dans ces moments difficiles. Le chef de l'État exprime à nouveau ses félicitations aux forces de défense et de sécurité pour la sérénité dont elles font preuve face à cette crise. Enfin, il exhorte les Ivoiriennes et les Ivoiriens au calme et à la retenue. Il les assure que toutes les dispositions sont prises pour que nos vaillants militaires regagnent bientôt notre pays. Fait à Abidjan, le mercredi 14 septembre 2022. Voilà donc la teneur du communiqué qui recense l'essentiel des travaux du Conseil de sécurité des Nations Unies du 14 septembre 2022 au Palais de la Présidence en Côte d'Ivoire à Abidjan. Travaux qui étaient donc présidés par le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara. Ce que l'on peut retenir là-dessus, la Côte d'Ivoire demande que les 46 soient libérés sans délai
mais qui se sont rendus compte qu'il y a un chantage inacceptable parce que le Mali, en retour, a eu à demander à ce qu'il soit extradé. Ceux qui sont donc interpellés pour un mandat d'arrêt international, c'est Maliens qui se retrouvent du côté de la Côte d'Ivoire. Et également, le président de la République, Ouattara, a donc, par les soins de son ministre des Affaires étrangères, invité la CEDEAO à pouvoir organiser de façon très urgente une rencontre. On a même cité certains noms de chefs d'État, peut-être qu'ils devront prendre part à cette rencontre. En retour, donc, Bamako a répondu par les soins de son porte-parole du gouvernement, le ministre de l'administration territoriale, la décentralisation actuel, premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, le colonel, qui lui aussi, on va le suivre, avant toutefois de revenir pour échanger sur la question. Autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 38 du gouvernement de transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a suivi avec une très grande préoccupation et une profonde stupéfaction le communiqué du Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire, tenu le mercredi 14 septembre 2022, au sujet des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako Sénou le 10 juillet 2022, et contre lesquels la justice malienne a ouvert une procédure d'information judiciaire pour des faits graves touchant entre autres à la sécurité nationale et à la sûreté extérieure de l'État. Le gouvernement de la transition rappelle à l'opinion publique nationale et internationale que par communiqué numéro 034 du 11 juillet 2022, il a expliqué en détail les conditions illégales dans lesquelles ces forces étrangères, dont une trentaine de forces spéciales, sont arrivées au Mali en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation, tout en dissimulant les identités et leur profession réelle de militaires, ainsi que l'objet précis de leur présence sur le sol malien. En outre, contrairement à la déclaration des autorités ivoiriennes, la MINUSMA, officiellement saisie du statut de ces militaires par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, avait clairement indiqué dans sa note verbale référencée MINUSMA bar PROT bar NV bar 226 bar 2022 du 27 juillet 2022 que ces soldats ne faisaient pas partie des éléments nationaux de soutien. Par conséquent, aucune base légale ne saurait à présent justifier ni leur présence, encore moins leur mission au Mali. De même, le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a reçu en audience le lundi 7 août 2022 le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. Ce dernier avait clairement indiqué qu'aucune agence allemande, encore moins le gouvernement, n'avait de lien contractuel avec les éléments ivoiriens arrêtés à l'aéroport. Par conséquent, son pays n'avait rien à voir, ni de près, ni de loin, avec ces personnes arrêtées. Malgré la gravité des faits qui entourent cette affaire, le Mali a bien voulu accompagner les efforts de médiation de la République togolaise, unique cadre de règlement du dossier des 49 mercenaires ivoiriens. Dans le communiqué du Conseil national de sécurité du 14 septembre 2022, le gouvernement ivoirien insiste sur son innocence et celle des 49 militaires arrêtés. En conséquence, le gouvernement de transition note avec une profonde stupéfaction que le gouvernement ivoirien vient de se dédire en l'espace de 11 jours. En effet, il a reconnu sa responsabilité dans sa déclaration officielle lue par le ministre directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire
M. Fidel Sarasoro, le 3 septembre 2022, à Lomé, en ces termes, je cite, « La Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. » Fin de citation. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Je répète, un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Je répète pour une dernière fois, un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Animé d'une volonté d'adversité, le gouvernement ivoirien accuse le Mali d'avoir pris en otage les militaires ivoiriens en faisant fi des conditions obscures et des manquements ayant entraîné l'inculpation par la justice malienne des 49 mercenaires ivoiriens. Le gouvernement de la transition souligne que c'est exclusivement en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature que le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a indiqué à la partie ivoirienne la nécessité de considérer la situation de certains Maliens objet de mandats d'arrêt internationaux. C'est cette attitude responsable du président de la transition qui a été malheureusement perçue par les autorités ivoiriennes comme une prise d'otage. À la décision du gouvernement ivoirien d'avoir transformé un dossier judiciaire en une crise diplomatique et par conséquent de saisir la CEDEAO, le gouvernement de la transition souligne qu'il n'est nullement concerné par cette procédure devant l'instance communautaire. Aussi, il indique à la CEDEAO que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Il met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire de leurs responsabilités vis-à-vis du Mali. Le gouvernement de la transition, tout en réitérant son attachement à la paix, à la sécurité et aux relations séculaires de bon voisinage, précise que pour le respect de sa souveraineté, sa sécurité nationale et aux intérêts vitaux de son peuple, il ne cédera à aucun chantage ou intimidation. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Voilà, donc merci à vous, Abel Patrick, pour nous avoir permis d'écouter et de suivre les communiqués de ces deux personnalités, l'un côté ivoirien et l'autre côté malien. Avant de venir à vous, docteur Sango, ce que nous allons nous reposer dans une posture d'expert pour mieux tenter de comprendre ce qui se passe. Moussa Zandiara, je viens à vous, citoyen malien que vous êtes, et puis responsable d'une organisation de la société civile à Bamako ou bien au Mali. La question que je vous poserai, elle est tellement simple. Quel est le sentiment qui vous anime en ce moment sur cette affaire? Voilà, merci bien. Ce qui nous vraiment anime ici comme sentiment, en réalité, c'est on a été surpris par le communiqué vraiment du gouvernement ivoirien parce que ce que le ministre, le PM par intérim a souligné, la délégation ivoirienne, surtout le chef de cabinet, M. Sarasoro, son communiqué de libération, lors de la libération des 3 soldats à Lomé,
Je pense que ce communiqué avait vraiment éclairé vraiment la position de Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire. Mais à notre grande surprise, vraiment, le communiqué que les Ivoiriens viennent de faire et leurs propos, ça nous a vraiment surpris par rapport à cette affaire de 49 soldats. Le Mali avait montré vraiment sa volonté, surtout en libérant les 3 soldats. Et le Mali a dit clairement, le médiateur togolais, c'est le seul interlocuteur qui est reconnu par le gouvernement malien pour vraiment démarcher et s'impliquer davantage à cette affaire qui nous lie. Maintenant, c'est que la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien vient de dire, ils sont en train de transformer une affaire judiciaire à une affaire diplomatique. C'est ce qui est déplorable vraiment dans cette affaire. Parce que le Mali a montré sa volonté en libérant 3 soldats et lors de la visite ici du ministre des Affaires étrangères de la République de Nigeria, l'envoyé du président Buhari, c'est lors de cette visite que le président Assimi, en tant que le chef suprême de la magistrature, c'est lui qui a montré sa volonté de libérer les 3 soldats ivoiriens et c'est lui aussi qui a montré aussi vraiment sa volonté auprès de l'envoyé de Mohamedou Buhari, vraiment montrant que cette affaire peut être résolue vraiment dans un cadre bien précis entre nos 2 pays frères. Parce que le Mali a reconnu la Côte d'Ivoire comme une base arrière de nos différents opposants qui sont en train depuis là-bas de déstabiliser le Mali à travers leurs faits et gestes. Il faut reconnaître que le 25 mars passé, l'un de ses opposants a fait une déclaration même en Côte d'Ivoire sur le territoire ivoirien, déclarant qu'il ne reconnaît plus Assimi Goïta comme président. C'est lui, il s'est autoproclamé même président sur le territoire ivoirien. Donc, avec tout ça, là, il y a d'autres opposants comme Boubou Cissé, comme Tchema Iber Koulibaly, comme le fils du président, qui sont aussi reconnus par le détournement des biens, des deniers publics. Tous ces personnalités qui sont poursuivies par la justice malienne sont en Côte d'Ivoire. Donc, le Mali reconnaît vraiment la Côte d'Ivoire comme si c'est une base arrière de nos opposants, tentant vraiment à déstabiliser notre transition. Donc, cela ne doit pas vraiment être quelque chose qui doit être considéré par le gouvernement ivoirien comme une tentative de prise en otage ou une tentative de changement des pièces de monnaie. Non, loin de ça. Le Mali a montré sa volonté parce que ces militaires arrêtés au Mali n'étaient pas nous allons revenir à vous avant de prendre le docteur Sango sur des questions de fond. Nabaloum Abdoulaye, si vous êtes avec nous, vous êtes pays voisin à la fois, dans le pays voisin, dans les 2 pays, le Mali et la Côte d'Ivoire. Oui, Moussa Zandiara. On reviendra à vous tout à l'heure, s'il vous plaît, parce que ce que vous avez dit est important, mais il faudrait que nous prenions encore quelques éléments. On reviendra à vous. On a pu comprendre que, pour résumer ce que vous avez pu dire, la Côte d'Ivoire est en train d'emprunter un chemin qui est presque incompréhensible. Rien à voir à penser à ce que le Mali voudrait faire une sorte d'inter-échange. D'un côté, les militaires et de l'autre côté, ceux qui sont poursuivis par le mandat d'arrêt international. Abidjan a négligé ses propos par le passé qui lui permettaient de reconnaître son tort quand le Mali avait pris une position pour libérer de façon humanitaire les 3 soldats. On reviendra à vous tout à l'heure. Je voudrais m'adresser à Nabaloum
Abdoulaye. Nabaloum, j'étais en train de faire savoir que le Burkina Faso est un pays voisin au Mali et à la Côte d'Ivoire, un pays frère également. Vous, dans votre posture justement de frère ou bien de cousin, si on peut le dire, comment est-ce que vous observez cette situation du côté du Burkina Faso? Plus encore, vous êtes membre d'une organisation de la société civile. Cette introduction, effectivement, on constate qu'il y a un revirement dans la situation des 46 militaires maintenant. Maintenant, quelle analyse on en fait? Personnellement, à mon avis, Alassane Ouattara est en train de jouer avec le temps et il est en train de rechercher des éléments pour mettre en difficulté les autorités maliennes. Pourquoi? Parce que on a vu récemment les différentes tournées de Damiba qui a d'abord été au Mali, et lorsqu'il était au Mali, la question lui avait été posée sur les soldats militaires. Et au cours de cette visite, il a souhaité ne pas se prononcer sur la question. Et c'est plus tard qu'on entend qu'effectivement, il a été envoyé comme médiateur par Alassane Ouattara. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? On en pense qu'aujourd'hui, Alassane, au regard effectivement de sa proximité avec Damiba, pense que ça peut être un élément pour isoler le Mali du concert de la CEDEAO et du concert de l'Afrique de l'Ouest. Et également, dans les émissaires qui sont cités, on a l'émissaire de Doumbouya et on a Macky Sall. Donc, ces éléments, de mon point de vue, est perçu par Alassane Ouattara comme ayant des amis ou en tout cas des autorités qui peuvent militer en sa faveur. C'est pourquoi il veut ramener la question au niveau de la CEDEAO. Mais je pense que le Mali va rester sur sa position. Parce que la vérité puisse se manifester, parce que c'est important qu'il y ait la vérité, important pour nous les peuples de bien comprendre, parce que il faut le savoir, Moussa Zan le disait, la Côte d'Ivoire c'est la base arrière des opposants maliens, mais aussi c'est la base arrière de la France qui vient de quitter le Mali et qui n'est pas allé loin, qui est parti au Niger à côté, et dont les relations effectivement sont devenues corsées entre le Mali et le Niger. Donc, Alassane voit dans cette situation-là une position de force pour faire infléchir les autorités maliennes. Mais je pense que c'est une grave erreur de sa part parce que le Mali aujourd'hui, la lutte du Mali aujourd'hui n'est pas une lutte seulement des Maliens et des autorités maliennes, c'est une lutte de toute la jeunesse africaine, c'est une lutte pour tous ceux-là qui sont épris d'une Afrique souveraine, d'une Afrique libre. Et ouais. Pour ça... Oui, j'étais en train de dire qu'à moins de vouloir ajouter quelque chose, on va d'abord s'arrêter également avec vous pour qu'on puisse donner la parole au docteur Sango qui est avec nous, qui est de nous tous sur le plateau. Nous sommes des observateurs, nous analysons aussi à notre niveau, mais lui, il a beaucoup aussi une posture d'être expert. Avant que nous revenions vers nos invités du côté du Mali et du Burkina Faso, docteur Sango, voici une situation qui a commencé tout doucement et aujourd'hui qui est en train de prendre de l'envol. Pour souligner rapidement, lorsque les soldats sont arrivés, le Mali a demandé qu'il y ait des excuses. Abidjan a refusé. On a eu à avancer des preuves. On a suivi le communiqué tout à l'heure du côté ivoirien qui disait malgré les preuves. Seulement, ces preuves ont été réfutées par le Mali parce que, selon les investigations maliennes, ni la MINUSMA, ni aucune autre puissance étrangère a reconnu ces soldats qui étaient donc en terre malien. La médiation togolaise a eu finalement à aboutir à ce que, avec la posture présidentielle du président Assimi Goïta, on a libéré 3 soldats.
Maintenant, que vient-il donc au départ que Abidjan commence à parler d'abord d'une question de dénoncer avant la prise d'otage et puis parler d'une autre posture que le Mali est en train d'utiliser, une sorte de troc, tout simplement parce que le président Assimi Goïta a dit pensez également à ce que ceux qui sont dans votre pays, qui sont les déstabilisateurs de l'État du Mali, ils doivent comparaître devant les autorités. Vous qui êtes un expert de la question du droit international et puis de tout ce qui va avec, qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans cette attitude de la Côte d'Ivoire? Okay. Donc, du point de vue technique et même politologique, il faut dire qu'il est important de privilégier la méthode DCN, chère en sociologie politique, pour comprendre ces différends internationaux, ces différends bilatérales qui opposent, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire au Mali. En fait, dans le droit international, lorsque survient un différend international, parce que les relations bilatérales comme les relations multilatérales ne sont pas seulement faits des moments de paix, il arrive souvent que dans les relations bilatérales, que deux pays, n'est-ce pas ici, s'entrechoquent face à un sujet. Et je pense que c'est dans cette situation-là que la Côte d'Ivoire et le Mali aujourd'hui se trouvent. Il y a un sujet sur lequel ils n'arrivent pas à s'entendre. Et ça entre dans le mécanisme normal des relations bilatérales. Alors la méthode DCN voudrait donc que lorsqu'il y a un conflit sur la scène internationale, il y a souvent trois types d'étapes que ce conflit-là traverse avant de connaître son issue. La première étape, c'est l'étape de la dénégation. Vous savez que lorsque cette crise-là est survenue, la Côte d'Ivoire a nié totalement que c'est elle qui était derrière, n'est-ce pas, ce problème-là. Le Mali avait des preuves et a interpellé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pris un bon bout de temps pour nier catégoriquement que ce n'était pas de sa responsabilité. Cette étape a perduré et elle a fait suite à la deuxième étape qui est l'étape de C, c'est-à-dire la confrontation. Lorsque la dénégation s'épuise, elle donne lieu à la confrontation. Et nous avons observé, n'est-ce pas ici, un coude à coude entre le Mali et la Côte d'Ivoire, qui pongeait des communiqués violents à l'effet, n'est-ce pas, de se défendre, parce que en réalité, c'était la sécurité malienne qui était mise en danger lorsqu'on voit le contexte dans lequel ce pays-là se trouve aujourd'hui. Interpeller ou alors voir des soldats étrangers dans son sol est un problème sécuritaire grave. Donc nous avons vécu cette étape de la confrontation entre les deux pays qui a perduré. Récemment donc, avec la libération des 3 soldats femmes du côté de la Côte d'Ivoire, on se serait attendu que l'étape de la confrontation soit épuisée. Parce qu'on avait pensé qu'avec la libération de ces trois femmes-là, la Côte d'Ivoire avait compris qu'il était important de passer à la 3e étape qui était l'étape du dialogue, l'étape de la négociation, d'où le N, la négociation. Mais aujourd'hui, nous vivons un revirement selon lequel la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui avait déjà montré en quelque sorte ses signes de bonne foi d'aller vers la table du dialogue, reconsidère également son point de départ. Vous savez qu'au départ, le président Assimi Goïta était beaucoup plus pour une issue pacifique. Il n'avait même pas encore les intentions de poser les conditions, n'est-ce pas, ici, très fortes sur la table. Il a tout simplement voulu que la Côte d'Ivoire reconnaisse que c'est elle qui était derrière ce problème-là et que, n'est-ce pas, en tant qu'État souverain, que cela puisse continuer dans de très bonnes conditions. Mais la Côte d'Ivoire est restée, n'est-ce pas, ici, sous une grille maximaliste qui considérait et qui continue à considérer encore aujourd'hui le président Assimi Goïta comme un usurpateur, comme quelqu'un qui ne mérite pas être appelé président. Donc aujourd'hui, c'est ce problème-là que nous sommes en train de vivre, c'est cette continuité-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le président Alassane Ouattara continue toujours à considérer Assimi Goïta comme étant un usurpateur. Il ne voudrait pas que ce problème-là soit résolu d'État en État. Or, du point de vue de la réelle politique, il est indubitable aujourd'hui que c'est le président Assimi Goïta qui est le président
du Mali aujourd'hui, parce que c'est lui qui incarne l'ordre gouvernant. Donc le président Alassane Ouattara a le devoir de considérer Assimi Goïta comme tel pour pouvoir résoudre ce problème. Au-delà de tout, il faut dire qu'il y a un certain nombre de pesanteurs également qu'il faut mettre sur la table pour comprendre, n'est-ce pas, le fonctionnement et l'issue de ce problème. Les pesanteurs, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de vivre, au-delà de deux pays, nous sommes en train de vivre un antagonisme de deux idéologies face à ce que devrait être l'Afrique dans les jours à venir. Nous avons le camp des transitologistes qui pensent qu'aujourd'hui, l'Afrique est restée dans le sous-développement parce que l'impérialisme et la colonisation n'ont pas favorisé, n'est-ce pas, son décollage économique. Et nous observons certains présidents, certains pays qui tendent quotidiennement à travailler dans ce sens-là, à l'effet de s'affranchir de ce joug dominant-dominé pour pouvoir restaurer définitivement le décollage économique de l'Afrique. Et dans ce camp-là, nous pouvons citer les précurseurs comme Assimi Goïta. Nous pouvons également citer d'autres présidents qui ne se sont pas encore montrés de manière officielle, mais qui restent encore prudents à suivre Assimi Goïta. Nous avons de l'autre côté le camp des consolidologistes qui pensent qu'en réalité, cet ordre dominant-dominé mérite d'être consolidé, mérite d'être enduré. Donc ce camp-là aujourd'hui a également ses turiféraires, a également ses précurseurs, au rang desquels nous pouvons appeler le président Alassane Ouattara et bien d'autres pays. Donc cet antagonisme de ces deux idéologies met en péril l'issue de ce problème-là. Nous avons par exemple le problème de la médiation. Vous savez que quand ce problème-là s'est déclenché, le président togolais Faure Gnassingbé a proposé sa médiation. Et la médiation est également une des méthodes des différents internationaux. Mais sauf que la médiation n'est jamais coercitive, elle n'est jamais, n'est-ce pas ici, obligatoire. Pour qu'une médiation, n'est-ce pas ici, soit, n'est-ce pas ici, réussite, il faudrait que les deux parties tombent d'accord sur la personne et le personnage même de la médiation. Or, il se trouve aujourd'hui que Faure Gnassingbé est également interpellé dans ce problème. Vous savez que récemment, il y a des recherches qui ont démontré qu'en réalité, derrière ces soldats ivoiriens, il n'y avait pas que des Ivoiriens. Il y avait également d'autres nationalités au rang desquelles les Togolais, les Sierra-Léonais, les Libériens. Donc, à partir de ce moment-là, la médiation proposée par Faure Gnassingbé pose déjà un problème. La médiation proposée par Faure Gnassingbé pose un problème dans la mesure où lui-même, il semble s'inscrire dans une grille idéologique que ne partage pas Assimi Goïta. Nous pouvons également relever comme autre pesanteur également la CEDEAO également, cette organisation d'intégration sous-régionale qui ne joue pas franc jeu et qui est beaucoup plus calquée sur des mécanismes de fonctionnement des organisations occidentales. Vous savez que lorsque le coup d'État est survenu au Mali, la CEDEAO, qui était alors jusque-là présidée par Alassane Ouattara, n'a pas considéré le problème de manière objective. C'est-à-dire la CEDEAO, au lieu de résoudre le problème dans des règles de l'art, le président Alassane Ouattara a plutôt pris le problème comme si c'était un problème personnel. Vous avez vu tous les mécanismes qu'il a multipliés pour faire voter les sanctions à l'effet de mettre en mal la dynamique sécuritaire impulsée par le président Assimi Goïta. Donc à partir de ce moment-là aujourd'hui, lorsqu'on pense que la CEDEAO pourrait jouer un rôle important dans la résolution de cette crise-là, ça pose problème parce que le président Assimi Goïta est en train de vouloir s'affranchir de tout instrument qui a la couleur de l'impérialisme. Autre pesanteur qu'on peut également mettre sur la table pour expliquer ce choc que nous vivons entre le président Assimi Goïta et le président Alassane Ouattara, c'est la dialectique bonne foi, mauvaise foi. Vous savez que depuis un certain temps, le président Assimi Goïta a montré les signes de sa bonne foi. Il a d'abord privilégié la méthode pacifique en demandant au président Alassane Ouattara de reconnaître sa responsabilité, ce qui augure qu'il était pour une résolution pacifique de ce différend.
deuxième signe qui montre sa bonne foi également, c'est la libération de ces 3 femmes qui étaient également incriminées dans le cadre, n'est-ce pas, de ce problème-là. Parce qu'en réalité, Assimi Goïta avait compris que au-delà de tout, il y a ce qu'on appelle le droit humanitaire. Et dans ce genre de choses, les femmes sont souvent très vulnérables. Donc, il a procédé à la libération de ces 3 femmes-là, ce qui montre qu'en réalité, il n'est pas dans une vision, dans une posture, n'est-ce pas, ici, de faire endurer la crise. Or, du côté d'Alassane Ouattara, nous avons les signes de mauvaise foi. Les signes de mauvaise foi qui se manifestent d'abord, primo, par quoi? Par le fait qu'il ne veut même pas d'abord reconnaître que Assimi Goïta est le président du Mali. Premier signe. Deuxième signe également, nous avons vécu, n'est-ce pas, son caractère mensonger, entre guillemets, où il a dit que ces soldats-là étaient déployés au Mali dans le cadre de la force onusienne. Et vous savez que l'ONU avait fait un communiqué pour démentir, n'est-ce pas, cette posture-là. Donc, autant d'éléments qui montrent que Alassane Ouattara n'est pas de bonne foi, contrairement à Assimi Goïta, qui quotidiennement présente des signes de libération, n'est-ce pas, de ces 46 soldats, parce que 3 ont été libérés. Également, autre chose qu'il faut mettre sur la table, qui montre toujours la bonne foi et qui entre toujours dans les mécanismes de résolution des crises bilatérales comme multilatérales, c'est quoi? C'est que le président Assimi Goïta a tout simplement voulu que le président Alassane Ouattara fasse ce qu'on appelle le processus d'échange. Parce que dans les relations internationales, c'est toujours ça, c'est les échanges en fonction des intérêts de chaque pays. Il se trouve donc que depuis un certain temps, le président Assimi Goïta a engendré une dynamique de libération de son pays du Mali, parce que ce pays-là était embrigadé. Et vous savez que depuis le processus des indépendances de ce pays-là est allé de coup d'État en coup d'État. Si vous faites l'historiographie politique des coups d'État en Afrique, le Mali caracole la première place. Mais sauf que ces coups d'État-là n'ont pas toujours réussi à apporter le développement au Mali, parce qu'en réalité, les coups d'État qui ont précédé le coup d'État d'Assimi Goïta étaient des coups d'État beaucoup plus impulsés par la dynamique extérieure, visant à consolider leur ordre. Ce qui, n'est-ce pas ici, s'oppose avec le coup d'État d'Assimi Goïta, parce que le coup d'État d'Assimi Goïta est beaucoup plus impulsé par la dynamique intérieure, par la dynamique d'un nationaliste qui a compris que en réalité, la véritable cause du sous-développement du Mali, c'est l'impérialisme. Depuis donc l'impulsion de ce coup d'État-là, l'ordre précédent, c'est-à-dire les turiféraires de ceux qui incarnaient l'ordre gouvernant jusque-là, la majorité s'est réfugiée en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, donc, pour être en sécurité et pour réussir sa dynamique sécuritaire, le président Assimi Goïta a tout simplement demandé à Alassane Ouattara de rapatrier tous ces gens qui sont chez lui, pour qu'en réalité, il libère les 46 autres soldats. Ce qui est également un mécanisme normal de résolution et de pacification des crises internationales. Et jusqu'ici, le président Alassane Ouattara ne s'est pas montré favorable. Donc, ce problème-là qui vise à démontrer que la Côte d'Ivoire est en train de se poser en se positionnant comme étant une base arrière de déstabilisation du Mali, est également un signe qu'il ne faut pas éluder dans les mécanismes de résolution de ces différends internationaux qui est déjà en train de perdurer, parce que, comme vous l'avez dit, ça a commencé comme une petite chose, mais c'est en train de s'enliser. Merci à vous, docteur Sango, pour cet éclairage. Il aura fallu que vous soyez là pour que nous tentions de comprendre cela. Moussa Zandiara, avant de venir vers Nabaloum, vous venez de comprendre ou de suivre, tout comme moi et avec nous, ces analyses du docteur Sango. Est-ce que vous, en tant que Malien, vous vous trouvez clairement dans cette situation qui se vit entre ces deux pays? Oui, je remercie d'abord docteur Sango pour vraiment ces analyses par rapport à cette situation. Et je pense lors des
des émissions précédentes concernant ces mêmes sujets, on a eu vraiment à souligner certains de ces points concernant les différends qui lient entre les deux pays. Parce que il faut noter que c'est suite à ce coup d'État que tout s'est vraiment fichéré entre le Mali et la Côte d'Ivoire suite à l'implication et à la prise de position de Alassane Dramane Ouattara concernant la gestion même de cette crise malienne. Et nous avons dit à son temps que la crise malienne ne devrait pas être analysée seulement dans un cadre politique, mais aussi dans un cadre sécuritaire, parce que le Mali a connu à peu près 10 ans sous vraiment la menace et sous l'occupation de toutes ces forces djihadistes imposées par l'Occident. Nous n'avons pas vraiment senti aussi le soutien de tous ces pays-là qui se sont considérés comme vraiment des pays frères ou des pays qui sont venus vraiment montrer leur volonté après le coup d'État en nous imposant des sanctions inhumaines et illégitimes. En plus de ça aussi, les analyses du docteur, ça nous vraiment laisse quoi montrer que dans les relations internationales, il y a ce qu'on appelle aussi ces points de divergence qui peuvent vraiment venir à tout moment entre deux pays. Mais ce que le Mali a dit et que le Mali a souligné, il faut qu'on se maintienne à ce niveau. Parce que le gouvernement malien a clairement dit que cette affaire doit rester dans un cadre juridique et pas diplomatique. Parce que la Côte d'Ivoire veut aller et transformer cette affaire à une affaire diplomatique jusqu'à aller saisir la CEDEAO, l'instance que le Mali aussi dénonce et que le Mali ne reconnaît pas vraiment ces différentes positions que la CEDEAO aussi a prises contre le Mali durant ces 6 derniers mois. Donc, nous avons aussi compris que Alassane est l'un des maillons clés qui manipule vraiment cette institution. Et c'est pour cela, dans le communiqué du Mali, ils ont montré qu'on ne veut pas vraiment l'instrumentalisation de cette instance vraiment venant d'ailleurs. D'ailleurs, c'est où c'est la Côte d'Ivoire. Donc, on a compris aussi que Alassane est en train vraiment de perdre beaucoup de temps autour de cette affaire, vraiment pour faire cette affaire-là une affaire vraiment diplomatique de ce genre, alors que ça ne vaut pas le coup. Donc, le peuple malien, quand même, reste serein derrière le gouvernement, parce que nous savons que nous détenons vraiment des preuves palpables, des preuves tangibles contre vraiment le gouvernement ivoirien par rapport à cette affaire de ces 46 soldats qui sont là considérés comme des mercenaires, et c'est des mercenaires parce que selon les dits et les sources qu'on a aussi reçues auprès vraiment des personnalités bien placées, il y a des étrangers qui font partie de ces mercenaires-là qui ne sont pas d'origine ivoirienne. Et ce qui explique que aussi vraiment la persistance du gouvernement malien à dénoncer l'acte comme un acte vraiment de tentative de déstabilisation du Mali. Donc la Côte d'Ivoire ne veut pas vraiment reconnaître ça face au monde entier. Mais cela est compréhensible, mais il ne faut pas qu'il transforme cette affaire à une autre affaire vraiment diplomatique de ce genre, parce que à Lomé, on était vraiment un peu soulagé par rapport à la déclaration qu'ils ont faite, parce qu'ils ont reconnu vraiment leur tort face à la diplomatie malienne. Mais on ne veut pas que cela vraiment se traduise à un autre niveau, parce que le Mali, selon les communiqués, le Mali sera prêt vraiment à prendre d'autres positions si la CEDEAO vraiment s'implique, ou bien si la CEDEAO tente
tente vraiment de prendre certaines dispositions contre le Mali par rapport à cette situation. Voilà, merci à vous Moussa Zandiara. Nabaloum Abdullah, je pense que tout comme nous, on avait pensé que lorsque les 3 soldats avaient été libérés et que le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, qui est par ailleurs secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité en Côte d'Ivoire, CNS, Fidel Sarasoro, en reconnaissant les manquements graves du côté de la Côte d'Ivoire et que le pays devait désormais respecter les règles établies par les Nations Unies et les nouvelles lois des autorités maliennes, tout devait aller pour le mieux. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que la Côte d'Ivoire pense à ce révélement de situation? Concrètement, de votre observation, est-ce que ce sont ces propos tenus par le président colonel Assimi Goïta de dire, lorsqu'il avait souligné au ministre des Affaires étrangères du Nigeria, son excellent Geoffrey Inyama, qu'il serait judicieux de pouvoir procéder au dialogue du côté de la Côte d'Ivoire, mais qu'en même temps, il faudrait qu'ils pensent à extrader ces Maliens qui sont à l'origine de la déstabilisation du pays et qui sont là-bas et Abidjan leur sert d'asile politique? Oui, il n'est nul doute que aujourd'hui, la position de Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire est tout le contraire de ce que tout le monde pense. Et je dis toujours, on ne peut pas occulter cette affaire-là avec la situation actuelle du Mali. Et aujourd'hui, il est clairement établi que le Mali est dans une position assez tranchée vis-à-vis de la France. Vis-à-vis de la France, avec ce dossier-là que le Mali a présenté au Conseil de sécurité, on ne peut pas analyser la question de la Côte d'Ivoire sans effectivement lier ces faits-là. Et donc, je rappelle que lors des médiations, les médiations qui se sont passées sont très révélateurs d'un certain nombre de signaux. Et les signaux là, c'est quoi? Le Burkina Faso qui a connu le coup d'État dont le président Alassane Ouattara n'avait pas la certitude d'avoir une maîtrise suffisante sur nos nouvelles autorités. Et à l'issue, effectivement, de ces visites-là, est beaucoup plus rassuré qu'il peut avoir la voix de Ouagadougou. Donc, en portant cette question-là au niveau de la CEDEAO, il veut, d'une certaine manière, élargir effectivement le cercle de débat. Et comme il manipule et il sait très bien instrumentaliser la CEDEAO, du coup, il veut mettre en difficulté les autorités maliennes. Et c'est là, je souhaite qu'effectivement, il y ait de la clairvoyance et qu'il y ait de la lucidité au niveau des chefs d'État de la CEDEAO, mais surtout au niveau des peuples. Parce que, comme le Mali l'a dit, c'est une question bilatérale. Et une question bilatérale, ça pourrait se résoudre effectivement entre les deux États. Et le Mali a montré sa bonne foi. Et aujourd'hui, on voit que c'est la Côte d'Ivoire, à travers Ouattara, qui manifeste sa mauvaise volonté, sa mauvaise foi. Et cette mauvaise foi, je la lie toujours à la question de la base arrière qu'est Abidjan pour la France, pour les opposants maliens, qu'est aussi l'action du Mali au niveau du Conseil de sécurité pour demander des comptes, pour demander à ce que, effectivement, la France puisse, le Conseil de sécurité puisse se prononcer sur les éléments de preuve à l'encontre de la France. Donc, Alassane Ouattara espère qu'avec cette action au niveau de la CEDEAO, il pourra arriver effectivement à faire démentir les Maliens. C'est pourquoi j'insiste beaucoup et j'appelle à ce que les Maliens puissent rester dans leur position et exhiber tous les éléments de preuve possibles pour témoigner à l'opinion nationale et internationale sur effectivement la réalité, la vérité des faits qui se sont passés, pour qu'enfin on puisse comprendre de façon claire et de façon simple que l'ensemble des acteurs puissent comprendre la mauvaise foi, la manipulation, l'instrumentalisation que effectivement le président Alassane Ouattara est en train de semer au sein de la sous-région, qui n'est pas du tout favorable à une Afrique émergente, nouvelle, souveraine, dynamique, indépendante.
C'est tout l'intérêt de notre lutte, nous, la société civile, nous, l'ensemble de cette jeunesse-là, épris de liberté et de souveraineté, qui souhaite que, effectivement, l'Afrique désormais puisse, par son action à elle, se développer, engager ses actions dans le concert des nations et puisse défendre. Et lui, aujourd'hui, comme notre expert Sango l'a dit, cette contradiction de vision est un élément essentiel et Alassane n'entend pas effectivement que Assimi puisse effectivement le démonter par rapport à cette situation. Mais c'est une réalité qu'il faut accepter. Et aussi, je vais lancer un appel surtout à la population ivoirienne. C'est vrai, ce sont des Ivoiriens, mais nul ne souhaite que des circonstances pareilles puissent se produire dans son pays parce que les questions de souveraineté reviennent au peuple. Et chaque peuple est souverain de se battre pour son pays, de se battre pour sa nation, de se battre pour sa liberté. Alors, s'il y a des questions comme ça, c'est une question judiciaire. Si effectivement, et au niveau des autorités, il y a la volonté manifeste de part et d'autre pour résoudre les questions, il faut le faire. Mais s'il faut poser ces questions sur amener à la CEDEAO, où c'est pour instrumentaliser effectivement les dirigeants pour remettre en cause une dynamique de souveraineté de l'Afrique. Et là, c'est vraiment un recul. Et si la CEDEAO, effectivement, advenait à accepter la requête d'Alassane Ouattara, on verra ce qu'elle... D'abord, si elle va accepter, et si elle accepte, qu'est-ce qu'elle pourra dire? Qu'est-ce qu'elle pourra dire? Parce que aujourd'hui, nous n'avons cessé de le dire, nous voulons une CEDEAO des peuples et non une CEDEAO des chefs d'État. Et cette CEDEAO-là a bel et bien intérêt à bien examiner cette question avant même de l'accepter. Et si elle accepte, comment est-ce que la CEDEAO va se prononcer sur cette question? On attend de voir. Viendra avec vous pour avec la prochaine thématique, mais pour sortir de cette thématique, il nous reste une dizaine de minutes sur là-dessus. Docteur Sango, il y a quand même un facteur qui est très important à souligner au cours de cette question de la Côte d'Ivoire. Au moment où il semblerait, je dis bien il semblerait, selon la posture ivoirienne, que la médiation ne sert plus à rien. Il est vrai que vous avez évoqué un certain nombre d'éléments tout à l'heure qui ont démontré que ça a pu servir, mais quelque part, ça ne tient plus sa place. Le fait que le président Ouattara veuille porter cette affaire au niveau de la CEDEAO, à votre avis, est-ce parce que on voudrait qu'une organisation sous-régionale qui semble mieux avoir des atouts, plusieurs intelligences, plusieurs personnalités ou des personnes peuvent apporter des solutions pour que l'affaire soit gérée de la plus belle des manières et que tout le monde soit content, ou tout simplement, il s'agit là d'une sorte de pression qu'on voudrait mettre au Mali. Et à ce niveau, si cette CEDEAO, comme le soulignait Nabaloum Abdoulaye du côté du Burkina Faso tout à l'heure, acceptait cela, est-ce que l'on devrait craindre une désescalade du côté de cette partie-là ou bien dans cette affaire? Je pense que la CEDEAO prise dans un contexte, n'est-ce pas, normal, parce que la CEDEAO est une organisation d'intégration sous-régionale. Et en tant que telle, c'est un acteur important reconnu en droit international pour résoudre les différents internationaux. Puisque, entre autres, les rôles, les fonctions des organisations d'intégration sous-régionale, nous avons par exemple la fonction de légitimation, la fonction de restauration des crises, à un moment où des États de cette organisation-là peuvent, n'est-ce pas, entrer dans des divergences. Dans cette logique normative, on se serait attendu que le déplacement d'un différend bilatéral vers cet organisme multilatéral soit également une bonne chose, parce qu'on se dit que là-bas, au moins, les États sont majoritairement représentés et qu'à partir de là, on pourra prendre une solution aussi favorable. Ça, c'est dans le cadre normal, où la CEDEAO serait une organisation légitime, remplie de pouvoir et souveraine. Mais du point de vue de la réelle politique, ce n'est pas malhonnête de dire
aujourd'hui que toutes nos organisations d'intégration régionale et sous-régionale ne sont pas souveraines, ne sont pas autonomes du point de vue de leur organisation comme du point de vue de leur fonctionnement et même de leur financement. À partir de ce moment-là, elles ne sont pas libres, n'est-ce pas, de décider sur un certain nombre de problèmes sans toutefois avoir un parti pris. C'est ce que nous reprochons aujourd'hui à toutes ces organisations d'intégration sous-régionale qui sont calquées pour la majorité aux organisations régionales et occidentales. Et quand on voit comment on les finance, on tire directement la conclusion. Donc aujourd'hui, déplacer ce différent bilatéral vers cet organe multilatéral serait beaucoup plus une stratégie de la part d'Alassane Ouattara parce que c'est lui qui contrôle cette organisation d'intégration sous-régionale. Il a une influence là-bas. Et cette organisation d'intégration sous-régionale est beaucoup plus calquée sous une grille idéologique que ne partage pas le président Assimi Goïta. Donc vous comprenez donc que c'est une position stratégique, c'est une méthode stratégique de la part d'Alassane Ouattara qui vise à mettre de la pression au président Assimi Goïta, qui vise, n'est-ce pas ici, à se positionner en situation de force. Donc il appartient donc aujourd'hui au président Assimi Goïta de ne pas accepter cela. De ne pas accepter cela et de rester focus sur l'aspect bilatéral. Parce que la meilleure façon de résoudre ce problème-ci doit se faire sur la grille bilatérale. Et vous savez que cette grille bilatérale-là était déjà en train de réussir. Si ce n'était pas la mauvaise foi d'Alassane Ouattara, c'est une question qui mérite d'être résolue au plus haut sommet des deux États. Vous savez que dernièrement, la société civile ivoirienne est descendue dans les rues pour reprocher au président Alassane Ouattara le fait qu'il n'arrivait pas à résoudre ce petit problème au plus haut sommet de l'État. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara et le président Assimi Goïta doivent privilégier la table de la négociation bilatérale parce qu'elle semble être la plus simple et la plus efficace. Elle semble être la plus simple et la plus efficace. Peut-être pour sortir de cette question avec le concours de la réalisation, Moussa Zan Diarra, je voudrais demander le vœu du moment où nous sommes là où nous nous trouvons, vous avez disons, dans les 2 minutes pour faire part du vœu qu'elle vote sur cette affaire, parce que, soulignons-le, et à l'endroit de nos chers téléspectateurs, du côté de la Côte d'Ivoire, il y a les ressortissants maliens, mis à part ceux qui sont interpellés par des mandats d'arrêt internationaux, qui vivent, je crois, pratiquement, ils seraient dans les 7000 Maliens qui vivraient du côté de la Côte d'Ivoire. Et du côté de la Côte d'Ivoire aussi, il y a également des Ivoiriens qui vivent. Donc, si cette question arrivait à perdurer et qu'elle prenait un autre aspect, ce sont forcément les différentes populations qui vont souffrir. Je crois que soit le docteur Sango ou encore Nabaloum qui soulignait encore qu'il faudrait qu'on pense notamment au peuple, c'est Nabaloum qui invitait les peuples justement à prendre de leur accalmie pour que cette situation ne vienne pas à s'envenimer. Alors, Moussa Zan Diarra, le vœu en quelques 2 minutes au cours pour cette affaire qui, l'on semblait avoir déjà trouvé une solution, mais comme l'a souligné encore le docteur Sango dans sa stratégie de DCN, on est encore revenu au niveau du D, je crois, du C, voilà, la confrontation. Oui, en réalité, mes vœux, c'est d'abord trouver une solution vraiment consensuelle à ces problèmes, parce que le Mali et la Côte d'Ivoire, nous partageons vraiment beaucoup de choses en commun. Parce que si tu prends l'historique de nos 2 peuples, nous partageons vraiment le même destin qui est vraiment l'Africain, parce que nous sommes tous des citoyens africains. Nous venons tous vraiment du même empire. Et le Mali et la Côte d'Ivoire, nous ne considérons pas cette frontière tracée par l'Occident, mais nous nous considérons comme des frères parce que c'est les mêmes ethnies presque, c'est les mêmes races presque, et c'est les liens de mariage et c'est les liens de tous ces différents aspects sociopolitiques et socio-économiques, le commerce
vraiment, tout ça là, ça nous lie. Donc, ces problèmes qui se limitent, doivent se limiter au niveau vraiment des deux gouvernements et qui est vraiment qu'Alassane vraiment ait le courage de prendre sa responsabilité et pour faire face à cette situation pour que ces 46 soldats puissent être vraiment libérés. Assimi n'a pas demandé vraiment autant plus. Il a juste demandé quand même la libération l'extradition même de ces politiques qui sont sur le territoire ivoirien. Donc, je pense que rien n'empêche Alassane à appeler Assimi vraiment de parler entre des responsables et entre des présidents pour qu'il y ait vraiment un terrain d'entente entre les deux pays frères. En plus de ça aussi, comme Nabaloum a si bien dit, il faut que l'instance de la CEDEAO se ressaisisse. Il est temps que le président vraiment de la CEDEAO prenne leurs responsabilités et considère vraiment la volonté du peuple comme la volonté qui doit vraiment animer et gérer cette instance et non la volonté uniquement basée sur la décision venant de ses présidents. Parce qu'il est temps que l'Afrique vraiment se positionne à sa juste valeur parce que chaque fois que les choses soient édictées et chaque fois que nos instances soient instrumentalisées de part et d'autre, il est temps vraiment de mettre fin à ça. Et nous sommes tous des Africains et nous pouvons gérer notre problème à l'interne et nous pouvons les gérer autrement que d'aller vraiment ailleurs ou que la solution vienne vraiment d'ailleurs. Moi, mes vœux vraiment, c'est de trouver vraiment un terrain d'entente entre nous, surtout entre les deux pays vraiment frères, que nous partageons le même destin et les mêmes situations géographiques. Merci bien. Voilà, monsieur, on passe rapidement pour la deuxième thématique. On aura une trentaine de minutes là-dessus. Il faut dire que la grande prise de parole à ce niveau-là sera forcément prise par le docteur Sango, mais vos différents points de vue seront bien sûr attendus pour que vous puissiez les donner. Je préfère toutefois que vous gardez la parole, Moussa Zandiara. Après vous, Nabaloum va donner forcément son point de vue. La République centrafricaine est en train de créer une nouvelle histoire, ça on ne peut pas se le cacher, puisque avec la venue de nouveaux partenariats qui ont été diversifiés, notamment avec la Russie aujourd'hui au détriment de la France qui s'est vue menacée, il y a eu une sorte de similitude avec la situation du côté du Mali, la Russie qui est venue prêter main forte au Mali avec l'acquisition de nouvelles aéronefs. Même chose du côté de la République centrafricaine. Et puis la transition mise en place par le président Assimi Goïta a donc engagé de pouvoir procéder à une nouvelle constitution du côté du Mali. Du côté également de la République centrafricaine, avec des manquements qui avaient été enregistrés dans cette constitution pour que le pays soit presque légitime. Le président de la République ait la possibilité, tout chef d'État, de pouvoir prendre des décisions et non toutefois de pouvoir se mettre à co-signer des documents emprunt d'une nouvelle page et puis avec tout ce qui a se fait comme modification de ce côté à ce que les Centrafricains se trouvent bien, se portent mieux. Vous aussi, votre pays, je disais donc dans cette posture d'une réécriture de son histoire, quelle est la lecture que vous faites du cas de la République centrafricaine, Moussa Zandiara? La lecture et la réécriture même de nos textes fondamentaux qui sont considérés comme des volets qui édictent la direction où le pays doit prendre. Je pense c'est la constitution de nos différentes républiques. Et ici, nous avons compris que ces constitutions ont vraiment beaucoup de manques et ces manques ont vraiment engendré pas mal de problèmes
au niveau politique dans nos différents États en Afrique ici. Parce que quand je prends le cas du Mali, la constitution que le Mali a, c'est date de 1958 de la constitution française. C'est la copie-collée de la constitution française de 1958 qui a été rédigée et recopiée par les constitutionnalistes maliens en 1992 pour faire ça, la constitution malienne. Et ce qui nous a vraiment amené pas mal de problèmes parce que nous avons vu des manquements et nous avons vraiment compris que cette constitution ne reflète en aucun cas la réalité de ce que nous vivons, que ce soit dans le cadre institutionnel, que ce soit dans le cadre vraiment politique de notre pays. Quand je fais référence aussi de Centrafrique, j'ai écouté un docteur sur le plateau de For You. Il a souligné certains cas aussi qu'on peut prendre référence, même sur le cas du Burkina, sous le régime de Thomas Sankara, qui a donné vraiment certains changements pour le Burkina. Même le nom de Burkina, parce que on sait que c'est Thomas Sankara qui a donné le nom de ce pays pour en considérer comme un État vraiment intègre qui doit vraiment ce nom auprès des autres pays, au lieu des photovoltaïques que les colons avaient donné. Dans le cas aussi, c'est fait. C'est un cas similaire aussi au Centrafrique. Le Centrafrique, ça c'est un nom donné par les colons. Pourquoi pas le peuple centrafricain ne peut pas donner un nom digne de valeur pour ce pays vraiment qui regorge aussi pas mal de richesses et pas mal vraiment de diversité en Afrique ici. Donc nous avons vraiment cette obligation, que ce soit au Mali, que ce soit tous ces pays qui sont confrontés par vraiment la gestion difficile aujourd'hui, qui sont confrontés par ces phénomènes de changement. Parce que si je dis bien ces phénomènes de changement, c'est le peuple qui vraiment commence à prendre vraiment la conscience et à comprendre vraiment l'enjeu géopolitique et géostratégique vraiment que l'Afrique est menacée par l'invasion même de l'Occident. Pas seulement nos anciens vraiment colonies, mais l'Afrique est devenue maintenant un continent vraiment de quête par les différentes puissances. Et il est temps que nous revoyons vraiment nos différents textes, surtout les textes fondamentaux qui ont donné quand même la latitude et la possibilité de ces forces étrangères vraiment à venir ici n'importe comment et à exploiter nos ressources n'importe comment et même à pratiquer leurs différents systèmes en Afrique ici, si tu prends nos systèmes éducatifs, si tu prends nos systèmes gestion culturelle, c'est ces pays-là qui viennent ici pour pratiquer leurs tests ici en Afrique. S'ils voient que c'est bon, ils vont aller pratiquer ça chez eux. S'ils voient que c'est un échec, donc ils laissent tomber. Donc nous sommes devenus vraiment un continent comme un peuple de cobayes. Tout est facile à être exploité et à être testé sur nos territoires. Donc il est temps que nos textes vraiment prennent compte de toutes ces mesures-là pour que les futures générations puissent vraiment avoir quand même certaines responsabilités à faire face à ces différents phénomènes. C'est un combat vraiment à longue haleine, ça ne peut pas être changé en un clin d'œil, mais je suis sûr que le cas de Centrafrique, le cas du Mali, même le cas de Burkina, le cas de la Guinée, les différents responsables doivent vraiment faire référence à ce phénomène pour changer vraiment les donnes concernant les différents textes qu'on a, que ce soit la Constitution, que ce soit nos chartes de partis politiques, que ce soit la gestion de nos cours constitutionnels. On s'est acheté, Moussa. Voilà.
Voilà, donc c'est un peu ça. Il est temps que vraiment que nous nous asseyons et que nous voyons vraiment les choses clairement. Et j'ai vu la liste aussi de la commission que le président a mis sur place. Vraiment, ça, il a pris compte de toutes les diversités et de tous les secteurs sont impliqués dans la rédaction de cette nouvelle constitution. Et c'est une bonne chose parce que qui parle de l'historique, qui parle de la culture, qui parle de la sociologie, qui parle de la constitution, parle de tous ces aspects et tous ces responsabilités qui doivent être engagées et qui doivent vraiment donner leur point de vue. Et même la diaspora, parce que j'ai vu aussi dans la liste qu'il y a la diaspora qui ont été prises en compte, que ce soit en Europe et que ce soit en Amérique. Et la diaspora aussi centrafricaine ont été impliquées vraiment pour la rédaction de cette nouvelle constitution. Et chose qui peut vraiment donner des changements parce que nous avons l'habitude de voir lors de la rédaction de nos constitutions, c'est des experts qui sont recrutés, soit des experts blancs et assistés par certaines personnalités internes pour rédiger la constitution d'un peuple. Maintenant, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Mali, les présidents ont décidé que le peuple même prend sa responsabilité et les commissions qui sont chargées de rédiger ces constitutions sont des natifs de ce même peuple et c'est des différents cadres de ce peuple et je suis sûr qu'ils ne vont pas vraiment rédiger quelque chose qui va à l'encontre des intérêts de ce peuple. Donc c'est un bon départ pour l'indépendance de ce pays et c'est un bon départ pour le changement qui est tant entendu et pour faire face à l'impérialisme et pour changer la mentalité de ces futures générations face vraiment à la néocolonialisme occidentale. Merci bien. Merci à vous. Je vous souhaite de passer un bon week-end puisque vous avez donné votre mot. On aura certainement plus le temps de nous dire au revoir. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. On va prendre le point de Nabaloum Abdoulaye avant toutefois maintenant de pouvoir s'asseoir et terminer avec le docteur Sango. Nabaloum Abdoulaye, le Mali, la République centrafricaine, multiplication ou diversification de partenariats, changement même peut-être même de paradigme. Est-ce que ça vous parle du côté du Burkina? Merci. Avant la question centrafricaine, j'aimerais quand même lancer un vœu à l'endroit des peuples maliens. Voilà, vous avez 5 minutes d'antenne. Hein? D'accord. Et des peuples ivoiriens par rapport à la question des carences militaires. Je souhaite effectivement que ces peuples-là aient de la clairvoyance pour comprendre que effectivement ce qui se joue, c'est une affaire de Ouattara qui ne veut pas reconnaître des faits qui sont réels. Et je souhaite que le peuple soit réellement clairvoyant pour effectivement faire entendre raison à travers les organisations de la société civile et même d'autres organisations. Et s'il y a cette possibilité-là que, effectivement, Alassane Ouattara puisse revenir à la raison, c'est tout. Mais on veut aussi, c'est au niveau de la CEDEAO que nos autorités, les différentes autorités de chaque pays prennent confiance des enjeux que le Mali nous apporte aujourd'hui pour une Afrique de plus en plus souveraine et de plus en plus indépendante. Donc c'est là effectivement mon vœu que l'ensemble des sociétés civiles de plus en plus se mobilisent pour soutenir effectivement l'action malienne qui vise à une souveraineté réelle de notre chère Afrique. Au niveau pour la question de la Centrafrique, la nouvelle constitution qui va s'implémenter, qui va être révisée et s'implémenter bientôt, je partage entièrement ce que a dit mon frère et ami Zan. Mais j'aimerais quand même revenir sur cette question de constitution et cette question politique. Il faut reconnaître que, comme l'a dit mon frère, nous, les pays africains, avons toujours tendance à copier ce qui vient d'ailleurs et on le copie très mal. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où l'Afrique a besoin de s'identifier elle-même.
Qui est-elle? Où veut-elle aller? Et d'où vient-elle? Donc, c'est à ces questions-là qu'il faut effectivement répondre quand on veut effectivement mettre en place des éléments importants comme la Constitution. La Constitution, on a constaté qu'effectivement, elle fait l'objet de révisions dans tous nos États. Et suite à quoi? Suite toujours aux questions politiques. Alors que la politique elle-même, est-ce qu'elle s'adapte à nos réalités? Est-ce que nous avons une politique qui correspond à notre identité, qui correspond à notre façon d'être? C'est là la question d'abord qu'il faut se poser. Est-ce que nous avons un système économique qui s'adapte à ce que nous voulons, qui s'adapte à l'ensemble du monde entier? Parce que quand on regarde, généralement, on révise les constitutions pour satisfaire des appétits politiques et ensuite pour satisfaire aussi la vision de notre ancien colon ou pas. Donc, je pense que c'est une bonne chose, mais cependant, il faudrait qu'on revienne aux fondamentaux de qui sommes-nous. Est-ce que nous avons une politique qui répond à nos besoins de gouvernance politique, gouvernance sociale, gouvernance économique? Ce sont des éléments essentiels que nous devons mettre sur la table lorsque nous voulons implémenter une constitution. Aujourd'hui, il faut reconnaître que dans l'ensemble de nos États, le contrat social entre les gouvernants et les peuples, il est complètement en lambeaux. Et c'est ce qui justifie tous ces mouvements dans tous les pays où il y a cette main invisible de l'impérialisme qui vient saper la volonté, qui vient saper les efforts du peuple et ériger des dirigeants qui sont tout en contradiction avec la volonté de leur peuple. Donc c'est pourquoi j'insiste que cette constitution-là puisse refléter la volonté d'abord du peuple et la volonté politique que le peuple veut implémenter, que le peuple veut insuffler et non satisfaire des appétits politiques. Voilà. Merci à vous, mon cher Nabaloum. Je vous souhaite également de passer un bon week-end du côté du pays des hommes intègres et à Ouagadougou ainsi qu'à tous les Ouagalais. On va se retrouver prochainement. Le temps de continuer donc avec le docteur Sango. J'ai voulu à un moment donné que le cas de notre frère malien puisse s'exprimer pour qu'on tente un peu de comprendre à peu près la situation parce que le Mali est également engagé dans cette voie-là et si ça pouvait également parler à d'autres pays. La Centrafrique aujourd'hui a pris un nouvel envol. Ça, c'est un fait qui est clair. Mais cette question qui est là, est-ce que l'on peut se dire, je vais aller directement avec la question centrale avant toutefois débaucher les autres questions qui pourraient subvenir, que cette République centrafricaine tient son destin, son avenir entre les mains et qu'il n'y a rien à craindre que, comme de nouveaux partenaires sont là, le cas peut-être de la Russie, l'on ne tentera pas à vouloir créer une certaine razzia par des pays occidentaux qui discutent un certain sous-sol ou bien un positionnement. Est-ce que cette nouvelle constitution mettra directement la République centrafricaine dans de rails nouveaux afin que le passé lointain soit oublié? Vous savez, à la question de savoir qu'est-ce que la Constitution, le constitutionnaliste Joseph Maestre répondait en disant, je cite, « C'est un instrument qui permet d'organiser et de régir le fonctionnement d'un État à un moment donné de son histoire. » Fin de citation. Pris dans ce sens-là, la Constitution est un enjeu politique et économique. La Constitution est un facteur de souveraineté. Ça veut dire que quoi? C'est un instrument que les acteurs d'un État, à un certain moment donné, peuvent décider de mouler, de construire, d'adapter face aux évolutions sociales de leur pays. Lorsque je l'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent, ceux qui clament, acclament et proclament que la Constitution est un dogme. Non, la Constitution n'est pas une chose qu'on ne doit pas toucher. C'est quelque chose de tangible qu'on doit toucher à tout moment parce que les mentalités de la société ne sont pas fixistes, elles sont évolutionnistes. À partir de ce moment, donc, il appartient aux États de pouvoir adapter cette constitution-là
à l'évolution de la société. Le problème de la révision de la Constitution, ou plus précisément de révisabilité, il faut le dire, est le signe de sagesse, mais beaucoup plus d'humilité du pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire du détenteur du pouvoir à un certain moment donné du fonctionnement d'un État, qui a considéré son œuvre comme étant essentiellement perfectible, comme l'est d'ailleurs toute œuvre humaine. Ça veut dire que quoi? À un certain moment donné, un acteur politique, un dirigeant, un président doit comprendre qu'en réalité, il lui revient d'adapter sa constitution pour la mettre en phase des réalités de la société. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là que nous sommes aujourd'hui en République centrafricaine. Pourquoi ne pas faire un recours dans l'histoire pour convoquer deux éléments qui peuvent davantage conforter l'analyse que nous sommes en train de faire? En faisant un recours dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que les instruments tels que l'esclavage, la colonisation, l'impérialisme ont eu des conséquences néfastes dans nos États africains. Et l'une de ces conséquences, c'est la reconfiguration institutionnelle qui s'est manifestée et qui continue à se manifester aujourd'hui par le mimétisme constitutionnel. Ça veut dire quoi, chers journalistes? Ça veut dire que quoi? Si vous prenez la majeure partie des constitutions des ex-colonies françaises aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est une copie calquée de la Constitution de 58 de la France. Tant sur le plan de la forme que sur le plan même des articles. Mais cette fois-ci en changeant plutôt certaines terminologies pour l'adapter. Donc cette logique-là ne peut pas être éludée lorsque nous observons, nous analysons l'organisation des constitutions africaines aujourd'hui. Aujourd'hui donc, nous sommes dans un contexte où certains États veulent donc instaurer une rupture de cette colonisation-là, de cet impérialisme-là, pour déclencher un nouveau départ qui leur permettrait cette fois-ci d'élaborer une constitution de manière souveraine, de manière adaptée aux réalités environnementales de leur pays. La constitution, c'est un instrument qui permet non seulement de penser l'idéologie, la politique, mais également et surtout l'économie. C'est le premier facteur de l'histoire. Le deuxième facteur également de l'histoire, parce que c'est là où beaucoup de personnes se fixent souvent pour pouvoir critiquer les révisions de la Constitution. C'est quoi? C'est que les gens mettent l'accent sur la limitation des mandats. La limitation des mandats n'est pas une spécificité africaine. Est-ce que vous savez que les pays comme les États-Unis, c'est seulement en 1945, après la mort de Roosevelt, qu'on a pensé à inscrire la limitation des mandats dans la Constitution? Roosevelt venait de faire jusque-là 3 mandats et nul n'était sa mort, il était en train de préparer un quatrième mandat. Je peux également prendre l'exemple de la France. En France, c'est en 2008 qu'on a pensé inscrire la délimitation du mandat dans la Constitution. Donc on ne doit pas penser que la révision de la Constitution est tout simplement une spécificité des peuples africains. Le problème de la Constitution n'est pas seulement le mandat. C'est pour cela que je dis souvent que la Constitution est un constructivisme. Ce n'est pas un réductionnisme sur un élément. En dehors du mandat, il y a également des enjeux économiques de développement majeurs qu'il faut prendre en compte et qu'il faut mettre en exergue. Et ces causes-là, aujourd'hui, sont les causes essentielles qui expliquent la révision de la Constitution centrafricaine. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la Constitution en cours dans ce pays-là aujourd'hui ne donne pas le pouvoir, la licéité au président qui a reçu le mandat du peuple de déclencher le développement de son peuple, de décider de manière souveraine de la gestion des ressources naturelles et des matières premières de son pays. C'est-à-dire on impose au président qui a reçu le mandat de pouvoir partager sa signature, demander le point de vue à une autre personne qui n'a pas été élue avant de pouvoir disposer de l'exploitation des richesses de la nation. Ce qui est une bavure, ce qui est une erreur, ce qui est un problème politique grave. C'est un pan de voile qu'il faut lever pour laisser le pouvoir à celui qui a reçu l'approbation du peuple
de disposer de tout son pouvoir. Parce qu'en définitive, c'est lui qui va rendre compte en dernier ressort. Donc je pense que lorsqu'on met tout ça sur la table, on comprend bel et bien qu'en réalité, la Constitution ne doit pas être perçue comme un dogme. Et je dis toujours souvent que on fait la Constitution beaucoup moins avec les générations présentes, mais beaucoup plus avec les desiderata des générations futures. D'où l'enjeu de l'avenir de la Centrafrique qui est en train de se tracer avec la révision de cette Constitution. C'est de son avenir qu'il est question. Il ne s'agit pas de penser que le président Touadéra est en train de vouloir sauvegarder ses intérêts. Non, lui n'est qu'un animateur de l'institution qu'est la Centrafrique, parce que la Centrafrique va demeurer au-delà de sa personne. Donc il est question aujourd'hui d'inscrire la Centrafrique dans la dynamique de l'avenir, dans la dynamique qui voudrait que les intérêts des générations futures ne soient plus embrigadés. Mais de quel pays nous parlons? Nous parlons de la Centrafrique, qui est un pays presque continent en termes de ressources naturelles, en termes de matières premières. Mais paradoxalement, lorsqu'on fait une comparaison de développement, l'indice de développement humain aujourd'hui, si on s'en tient seulement aux sources et aux nombres, aux chiffres donnés par ces organisations internationales-là, la Centrafrique est aujourd'hui parmi l'un des plus derniers pays en termes de développement. Mais qui reste pourtant l'un des premiers pays en matière première. Mais cela pose problème. C'est une urgence aujourd'hui de réviser cette constitution pour pouvoir dorénavant donner à la Centrafrique le pouvoir et la licéité de disposer de ces matières premières à l'effet de faire bénéficier à la population. Pour qu'il y ait révision de la constitution, il y a souvent un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre sur la table. Le premier élément, c'est quoi? C'est d'abord le peuple. Le peuple est au centre. Alors, lorsqu'on voit ce qui se passe du côté de la Centrafrique aujourd'hui, est-ce que le peuple est d'accord? Je pense que le peuple est d'accord. C'est le peuple qui a donné la licéité au président Touadéra de pouvoir réviser la Constitution. Et le président Touadéra a tout simplement répondu favorablement à la demande du peuple. C'est passé au Parlement. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que le peuple n'est pas d'accord. Le peuple est d'accord. Donc, aujourd'hui, les gens doivent cesser de penser que les constitutions, c'est des dogmes, les constitutions, c'est les mandats, ce qui cause davantage problème. Et je vais également mettre un accent là-dessus, c'est que beaucoup de présidents aujourd'hui cherchent souvent à réviser les constitutions pour pouvoir tout simplement satisfaire leurs intérêts personnels. Mais il n'en est pas ça. On révise la constitution, c'est pour l'adapter aux réalités environnementales, développementalistes du pays. Mais lorsqu'on révise la constitution pour simplement se maintenir au pouvoir, il y a un problème. Donc, la constitution se révise lorsqu'il y a une vision, lorsqu'il y a une idéologie, lorsqu'il y a une posture qui vise à libérer les États africains. Et je pense qu'aujourd'hui, comme je dis souvent, et comme nous le disons souvent en analyse politique, il y a souvent deux types de changements politiques. Le changement politique peut se faire de manière artificielle, c'est-à-dire par la simple volonté des acteurs de cet État. C'est-à-dire à un certain moment donné, les acteurs politiques peuvent décider de renverser les choses. Ce qui ne s'est pas produit jusqu'ici sur le continent africain, avant de voir ce que le président Assimi Goïta est en train de faire là, parce que ses prédécesseurs ont essayé, mais ils ont été ébranlés. Nous avons également une autre méthode qu'on appelle la méthode naturelle. Lorsque je convoque ces deux méthodes et je les mets en phase, vous voyez que ces deux méthodes courent en faveur de l'Afrique aujourd'hui. Que ce soit du point de vue volontariste, on voit déjà des chefs d'État comme Assimi Goïta qui se lèvent de plus en plus pour pouvoir mettre la rupture. Et derrière cette volonté de mettre la rupture, on a également d'autres chefs d'État qui risquent de suivre dans cette dynamique-là. Que ce soit du point de vue naturel, je pense que la nature aujourd'hui est en train de donner à l'Afrique, à travers toute la configuration internationale que nous vivons, les chances et les opportunités de pouvoir se positionner aujourd'hui sur la scène internationale. Pour finir, je dirais tout simplement que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Cameroun ou dans n'importe quelle ex-colonie française, il est important de retoiletter ces constitutions-là. Parce que ces constitutions-là sont demeurées jusqu'aujourd'hui l'un des instruments sur lesquels
l'impérialisme, la colonisation, du moins la néocolonisation, se maintient aujourd'hui. Donc le processus de la France-Afrique, qui est aujourd'hui en pleine dégénérescence, doit également passer davantage par le retoilettage définitif des constitutions africaines. Voilà, c'est avec ces paroles du docteur Sango qu'il faut donc le rappeler, est donc politologue, internationaliste, et il est également donc spécialiste des questions internationales de développement et puis certifié en langue nationale camerounaise. Nous allons mettre un terme à ce rendez-vous. Docteur, merci d'avoir pris de la peine de venir passer ces moments d'échange avec nous pour le bonheur de nos téléspectateurs et bien sûr de toute l'Afrique. C'est moi qui vous remercie, chers journalistes. Vous savez, comme je l'ai dit souvent, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat où le plus difficile réside sur la communication. Et l'enjeu majeur, donc, mérite d'être basé sur le volet communicationnel parce que ces instruments, ces outils de la communication, de l'Internet qui courent aujourd'hui en faveur de la mondialisation doivent aussi aider l'Afrique à pouvoir se libérer définitivement du joug de la colonisation. Donc ça reste presque un devoir pour moi que lorsque vous m'appelez, quel que soit ce que je pourrais être en train de faire, pour moi ça reste déjà un devoir de venir faire les modestes analyses qui pourraient participer aussi à mon niveau, à libérer l'Afrique. Merci à vous à libérer l'Afrique. On va dire également merci à Moussa Zane Diarra, vice-président national du réseau des jeunes actifs RGA Mali, du côté du Bamako, qui a été avec nous ce matin, ainsi que Nabaloum Abdoulaye, membre fondateur du mouvement Action pour la souveraineté des peuples ASP Burkina, du côté de Ouagadougou, pour avoir participé à Patrick assurer la réalisation de cette émission. Merci à vous, amis téléspectateurs. Vous étiez également nombreux avoir donné vos points de vue sur notre page Facebook en commentaire, entre ceux qui sont d'accord sur la position africaine et ceux également qui estimaient pour une question de souveraineté protéger le peuple ivoirien. Merci à vous, madame, monsieur. Merci dans la réalisation d'Abolo Patrick qui nous a permis de pouvoir avoir un peu quelques éléments en commentaire. Prochain rendez-vous vous est donné lundi dans un nouveau cadre pour une nouvelle actualité, notamment du continent. Le monde bouge, l'Afrique aussi. Figurez-vous que nous aussi, le grand format, votre avis compte du samedi, s'achève. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.